Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Et ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify ou autres. Vous pouvez choisir, a priori nous sommes partout. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, nous vous invitons à mettre 5 étoiles, un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à partager cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul mot-clé, le hashtag IPT Podcast, IPT Podcast, tout attaché. Je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné de Lionel Tardy et exceptionnellement sans Emmanuel Leneuf aujourd'hui. Bonjour Lionel. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk est un sujet éminemment d'actualité et aux perspectives encore inexplorées, c'est-à-dire le télétravail. Comment cette nouvelle organisation du travail peut être un facteur de performance, de bien-être, mais aussi de stress? Comment les entreprises, l'État s'y sont préparés à la fois managérialement et juridiquement? Pour vous en parler, pour nous en parler, nous sommes aujourd'hui exceptionnellement avec deux grands témoins. Caroline Diard, qui est docteur en sciences de gestion, je vais me faire taper sur les doigts, enseignant-chercheur en management des ressources humaines à l'EDC Paris Business School, et maître Christelle Devergy, avocate en droit social et directrice du pôle social d'EY Montpellier. Mais avant, Mathieu, puisqu'Emmanuel Leneuf a un mot d'excuse, comme la semaine dernière, nous allons être ses porte-paroles, les porte-paroles de sa chronique hebdomadaire. Et oui, Lionel, alors je rappelle qu'Emmanuel, qui par ailleurs nous a préparé cette tribune que nous allons vous lire dans quelques instants, est la fondatrice et rédac-chef du Flash Tweet, la matinale digitale de Twitter sur la Transponum. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30, a priori à partir du 11 mai des confinements oblige, mais a priori ça arrive plutôt vers 9h et donc Emmanuel vous concocte chaque jour les 10 informations clés à ne pas rater sur l'innovation et donc voici ce qu'Emmanuel nous a compilé cette semaine. Je vais commencer Lionel si tu le veux bien, puisque on parle d'ailleurs du Covid, donc de Stop Covid, qui devait être l'une des grandes annonces de l'exécutif du début de semaine et fut en réalité plutôt une grande déception. Donc l'application de contact tracing française, outil de technologie centrale mise en œuvre pour le plan de déconfinement du 11 mai, finalement a vu son débat totalement reporté par le Premier ministre Édouard Philippe, expliquant globalement, et nous pouvons le citer, pour le moment, compte tenu de l'incertitude entourant cette application, je serais bien en peine de vous dire si cela fonctionne et comment cela fonctionnerait exactement. Alors un Premier ministre qui doit affronter de fortes oppositions politiques sur ce sujet d'une app de traçage numérique, bien entendu, y compris dans ses rangs, c'est quand même quelque chose absolument exceptionnel. Mais en fait, parallèlement, le projet se heurtait quand même à une limitation technique. C'est vrai. On a su un peu sous de l'affaire. L'impossibilité, par exemple, pour les smartphones d'Apple, because batterie, et quand même 20% du marché, de communiquer en arrière-plan, c'est-à-dire en tâche de fond, des informations en mode Bluetooth. Alors, en fait, il en va de l'image de l'Américain dans son duel fratricide face à son concurrent Google, qui évidemment équipe les smartphones Android, et autant dire que ce n'est pas prêt de plier. On se rappelle du FBI qui n'avait pas réussi à faire plier Apple. Alors, est-ce que, évidemment, nos petits ingénieurs en France le feraient? Si, en tout cas, la CNIL a donné un aval assorti de moult réserves à Stop Covid, elle en attend un certain nombre de garanties sur le respect de la vie privée, sur la conformité au RGPD, car le projet français, malgré tout, a misé sur une base centralisée, peut-être façon un peu Big Brother. Ah bah oui, parce que le côté sécurité, Stop Covid, qui a reçu l'aval de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est désormais donc attendu pour fin mai. Et donc globalement, ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est qu'elle arrive plutôt bridée, parce qu'en l'absence finalement d'accord avec Apple, mais surtout avec un temps de retard, finalement, est-ce qu'il y aura un intérêt? Alors Lionel, stop ou encore? Écoute, on va continuer, on a fait Stop Covid, mais on va passer à autre chose. Cette semaine également était marquée par Facebook qui ferait oublier ces scandales pré-crise avec un rôle central dans l'information autour du coronavirus. C'est le réseau social le plus utilisé par les internautes pour s'informer sur le sujet. Étonnant, non? Mais peut-être pas finalement si stupide, avec quand même une multitude d'annonces en matière de vidéos afin de tenter de damer le pion à Zoom. Bah oui, Zoom, c'est quand même la grande vedette et celui qui a tiré son épingle du jeu le plus fort. Ou encore
avec le lancement de la monétisation des vidéos en live. Et là, on rejoint son copain de chez Google qui s'appelle YouTube. Une annonce qui pourrait évidemment bien aider le secteur événementiel à l'arrêt depuis le 17 mars. Mais à part ça, Emmanuel nous a préparé son top 10 de l'info. Qu'est-ce qu'elle nous a sourcé, Mathieu ? Alors, on va continuer sur Zoom, dont tu parlais à l'instant, qui mise l'ensemble de sa stratégie cloud sur Oracle pour supporter la montée en charge. On voit bien effectivement la surcharge pondérale naturelle des réseaux et de l'infrastructure de Zoom. Donc, effectivement, il y a un gros travail là-dessus. Allo Covid, l'assistant vocal du coronavirus, le digital dans le monde finalement côté en avril, c'est Microsoft Teams aussi qui passe le cap des 75 millions d'utilisateurs quotidiens. C'est juste énorme et je pense qu'on va en parler dans cet épisode spécial télétravail aujourd'hui. Cannes qui détecte les gens qui ne portent pas de masque. On en a parlé la semaine dernière, ou on en avait parlé dans nos échanges en préparant l'émission via les caméras intelligentes. Donc on ajoute une brique d'IA dans les caméras. La fondation aussi de Bill et Melinda Gates qui se dédie presque entièrement aujourd'hui au coronavirus, et Clubhouse, le nouveau réseau social vocal qui cartonne. On en fera peut-être un épisode prochainement. Et puis aussi, on va essayer de retenir un petit peu en vrac dans cette semaine, au sein des 50 news publiées tous les jours par le Flash Tweet sur Twitter, une IA qui prédit la fin de la pandémie pour fin décembre. Tiens, celle-là, on ne sait pas qui l'a programmée. Google, qui enregistre la plus faible croissance de son chiffre d'affaires en 5 ans. On va jeter une larme et brûler un cierge. Instagram lance des collectes de fonds dans les livres. Bon, très bien. Bon, ça servira de marque-page. On mettra des euros pour... Je sais pas. Snapchat, qui crée des pubs format premium. Tiens, je ne savais pas que les adolescents à l'écoute, très audiencés par Snapchat, avaient évidemment d'énormes moyens pour subir ces agressions de publicité. Mais alors, on a les USA qui investissent dans l'Internet quantique. Alors ça, on appellera Olivier pour savoir exactement ce que c'est. WhatsApp dit avoir réduit la viralité des messages de 70%. Ah bon ? Eux aussi avaient des virus ? Ah ouais, d'accord. Le Covid-19 accélère la blockchain. Ah oui, pourquoi pas ? Mais bon, on en a déjà parlé dans une autre partie. La start-up CoreSight AI peut reconnaître des visages avec un masque. C'est les Chinois qui doivent être contents. Et Google va couper son budget marketing de 50% en 2020. En tout cas, nous, ça ne nous concerne pas. Ils n'ont pas investi chez nous. Non, globalement, effectivement, un beau concentré. Encore une fois, j'aime bien cette dernière minute du concentré de l'actu qu'Emmanuel nous concocte, qui nous fait effectivement toujours, enfin, qui est très dense finalement. Donc, faut le réécouter pour décortiquer le nom d'une startup, parce que ça fait à peine 8 minutes que nous avons commencé ce podcast. Il y a au moins 4 minutes de contenu extrêmement dense, donc on vous invite à le repasser en boucle. Merci Emmanuel de cette préparation. On t'attend avec impatience la semaine prochaine. Et Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le thème du jour ? Eh bien, Mathieu, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet éminemment d'actualité et aux perspectives encore à exploiter, c'est-à-dire le télétravail. Comment cette organisation du travail peut être un facteur de performance, de bien-être ou de stress? Comment les entreprises et l'État peuvent s'y préparer à la fois managérialement et juridiquement? Et pour nous en parler, nous accueillons 2 personnes, c'est-à-dire dans un premier temps Caroline Diard, qui est docteur en sciences de gestion, enseignant-chercheur en management des ressources humaines à l'EDC Paris Business School, et puis juste après, Maître Christelle Devergy, qui est avocate en droit social et directrice du pôle social d'EY Montpellier. Bonjour Caroline Diard. Bonsoir, Caroline Diard. Donc, je travaille depuis plus de 25 ans maintenant sur ce thème du télétravail. Et le télétravail, semble-t-il, est consacré en cette année 2020, après une première période de grève en décembre 2019 et maintenant le confinement. Nous avons aujourd'hui une bonne partie des salariés français qui expérimentent, malgré eux, dans une situation de télétravail contraint, le travail à la maison. Alors c'est un sujet qui est effectivement qui est pas nouveau, parce qu'on a eu les grèves, comme vous le dites, assez bien, le Covid maintenant. Moi, j'aimerais vous poser la première question. Est-ce que le télétravail finalement permet pas aux employés d'être plus productifs ?
Alors, les études que j'ai conduites jusqu'à présent nous montrent effectivement que les salariés ont tendance à travailler davantage. Alors ça, c'est sur le volume horaire, la charge de travail. Alors, ils ont tendance à travailler davantage en situation de télétravail habituel, c'est-à-dire hors situation de confinement, afin de prouver à leur manager qu'ils méritent cette situation de télétravail. C'est une façon de se légitimer en tant que télétravailleur. Alors, j'ai lancé en fait un questionnaire il y a un mois à peu près sur LinkedIn. J'ai aujourd'hui 165 réponses et effectivement, il apparaît qu'une majorité des personnes qui ont répondu déclarent qu'en situation de confinement, ils travaillent plus et ils se sentent plus performants. Quand on interroge les managers, on a aussi la même perception, c'est-à-dire que leurs collaborateurs semblent être davantage performants en situation de télétravail. Parce que ils se sentent plus concentrés, à l'écart des tensions du bureau et à l'écart des conflits. Et une deuxième question, y a-t-il un nombre de jours dans la semaine qui pourrait être optimum pour bénéficier des bienfaits du télétravail ? Oui. Alors en fait, on a sur les études que j'ai conduites, mais aussi que d'autres collègues ont conduit ou des institutions ont mené, un jour, c'est plébiscité par les salariés, voire 2, mais pas plus. Donc les statistiques montrent entre 1 et 2 jours, c'est parfait. Après, 1 et 2 jours, c'est une moyenne par semaine. Il y a des statistiques qui sont sur 6 jours par mois. Donc vous voyez, ça fait un petit peu plus d'un jour par semaine. Alors finalement, c'est quoi le profil du télétravailleur modèle, dans la mesure où vous dites qu'effectivement c'est entre une journée et 2 jours par semaine. Est-ce que certains voudraient faire plus? Est-ce que c'est conseillé, pas conseillé? Est-ce qu'il y a une forme de distanciation sociale qui se crée naturellement au bout d'un moment? Ouais, c'est quoi le profil typique et atypique peut-être aussi du télétravailleur en France? Alors, si on essaye de faire un portrait robot du télétravailleur en France, on va trouver une population qui est en majorité une population avec un statut cadre. On a des gens qui ont des professions plutôt nomades, des consultants, des enseignants, des chercheurs. Vous avez des gens qui travaillent dans des cabinets d'audit aussi qui peuvent télétravailler. Donc, vous avez des fonctions qui sont des fonctions de conseil, de service, plutôt tertiaires, et essentiellement des cadres. Et les télétravailleurs sont concentrés en Île-de-France. Oui, c'est-à-dire que l'Île-de-France a aussi une très très bonne couverture en termes de réseau et ça doit être aussi très important sur le plan matériel de pouvoir s'adosser à un réseau qui est solide et performant. Mais la France est-elle un pays par rapport à ses voisins qui pratique plutôt plus ou plutôt moins le télétravail? Alors, on est en retard sur le télétravail. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au télétravail en 93 et à l'époque, c'est nos voisins anglais qui étaient très en avance sur le télétravail et ont commencé à en parler beaucoup aux États-Unis avec les autoroutes de l'information. Et on a commencé à en parler en France. On a essayé par une volonté politique d'aménagement du territoire pour réduire les coûts de transport par rapport aux coûts de l'immobilier, par rapport à la pollution. On a voulu mettre en place le télétravail et notamment par l'intermédiaire d'une agence qui s'occupait au niveau de la région Île-de-France de l'aménagement des temps. Puis en fait, pour diverses raisons, le télétravail n'a pas connu le succès escompté. Il a fallu attendre il y a une dizaine d'années pour que le télétravail prenne son essor pour 3 raisons. Vous l'avez évoqué, pour des raisons techniques, parce que pour pouvoir télétravailler, il faut effectivement avoir un accès Internet à domicile qui fonctionne, il faut avoir un équipement personnel qui fonctionne ou alors avoir un employeur qui met à disposition des outils pratiques. Il faut avoir aussi des outils collaboratifs et aujourd'hui, ces conditions technologiques sont réunies. Il y a aussi un point à mentionner, c'est que la relation managériale a évolué et les managers
employeurs aujourd'hui sont en capacité de déléguer, de davantage laisser les télétravailleurs autonomes, de moins contrôler et de faire confiance. Donc ça joue aussi. Et troisième point, le point juridique qui est facilitant puisque depuis les ordonnances Macron de 2017 ratifiées par la loi de 2018, le télétravail est mis en place avec un formalisme qui est minimaliste. C'est-à-dire qu'on peut, en l'absence d'accord, de charte, mettre en place le télétravail en fait par tout moyen. Et le Code du travail prévoit ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire la possibilité de mettre en place le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles et notamment d'épidémie. Donc aujourd'hui, finalement, c'est finalement le Covid, c'est un prétexte, mais un prétexte qui va nous servir peut-être sur le long terme. Quels pourraient être les freins sur le développement du télétravail de façon plutôt massive ? Alors les freins, vous l'avez un petit peu évoqué, vous avez dit il y a effectivement une possibilité d'isolement social. Les personnes que j'ai rencontrées avant le confinement dans mes études sur le télétravail n'avaient jamais l'intention en fait de vouloir télétravailler toute la semaine. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin d'un collectif de travail, parce qu'elles ont besoin physiquement de rencontrer leurs collègues et d'avoir ce qu'on appelle des moments de convivialité, des moments informels comme la pause à la machine à café ou la pause cigarette pour ceux qui fument. Donc ça, c'est un premier point. Donc il y a un risque d'isolement et il y a aussi ce qu'on appelle la porosité de la frontière vie privée, vie professionnelle. Alors dans le télétravail, qui est le télétravail habituel, c'est-à-dire qui est globalement bien formalisé dans les entreprises, organisé, cadré, finalement cette porosité, on arrive à l'apprivoiser, à s'en accommoder. Là, on est dans une situation extrêmement différente. On a été tous mis en télétravail du jour au lendemain. Et contrairement à du télétravail habituel, on n'est pas sur la base du volontariat. Là, c'est du télétravail qui est contraint, qui est subi, à la fois par l'organisation, et à la fois par le manager et son collaborateur. Donc la situation est différente et on a également le fait que dans une famille, on a éventuellement 2 personnes qui travaillent, plus des enfants qui ont des devoirs à faire. Vous nous avez aussi parlé de risques psychosociaux, c'est-à-dire que finalement, dans ce basculement qui a été fait d'un jour à l'autre dans la sphère télétravail pour des personnes qui ne s'y étaient probablement pas préparées, est-ce que les entreprises ont appréhendé ces risques psychosociaux que pouvait engendrer le télétravail ? Alors les risques psychosociaux, oui, vous avez raison, j'allais y venir. Les risques psychosociaux, ils sont présents en période de télétravail habituel et là ils sont carrément exacerbés. Pourquoi ? Parce qu'on a des personnes qui n'avaient jamais travaillé avant, qui n'avaient jamais expérimenté certains outils de travail à distance et qui du jour au lendemain se sont trouvées perturbées dans leurs repères habituels et dans leur organisation quotidienne. Donc il y a un stress. Ça, c'est un premier point. Ça peut être un stress technologique. Ça peut être aussi le stress de dire si je fais pas bien mon travail, qu'est-ce qui se passe ? Parce que d'habitude, je ne suis pas en télétravail et là, j'y suis. Et puis, il y a aussi ce que l'on peut envisager qui est la notion de burn-out, c'est-à-dire avoir des gens qui ne vont pas s'arrêter, qui vont avoir du mal à dire je m'y mets à 9h et je coupe à 18h et qui au contraire à 5h du matin parce qu'on dort pas bien, on va se mettre au travail et puis le soir on n'a pas terminé un dossier, on va continuer. Donc il y a des risques qui sont quand même inhérents au télétravail en période habituelle mais là qui sont complètement exacerbés. Alors, les risques psychosociaux, l'employeur a une obligation d'en faire la prévention, comme tous les risques pour la santé mentale et physique du salarié. Et l'étude sur laquelle je suis actuellement et que je vais laisser en fait courir par l'intermédiaire d'un questionnaire sur LinkedIn jusqu'à la fin du confinement, eh bien cette étude, elle montre que dans les entreprises, on n'a pas formé les salariés en télétravail, on n'a pas distribué de guides, on n'a pas signé spécialement de chartes, d'accords, c'est pas tellement formalisé et surtout, on n'a pas expliqué
les modalités. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit aux gens, vous devez vous déconnecter, vous avez un droit à la déconnexion, vous avez des horaires à respecter, on vous aide sur un outil, etc. On a la sensation, à travers les réponses à ce questionnaire, qu'on a laissé les gens se débrouiller un peu, bien qu'on leur ait confié, quand même dans la majorité des cas, ce qui ressort dans mon questionnaire, on leur a confié des outils. Donc on leur a donné un équipement, donc ça c'est déjà quand même un préalable qui est intéressant. On aurait pu ne pas les équiper et ça aurait été encore pire. Mais finalement après on a considéré que tout le monde était capable de travailler à distance, en toute autonomie et d'être son propre chef finalement dans la journée. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une utilisation des outils collaboratifs qu'on n'utilisait pas nécessairement dans les équipes auparavant, comme Zoom, Teams, qui permettent d'organiser des réunions ponctuelles pour faire un point et aussi pour faire un lien, c'est-à-dire un lien entre les personnes et aussi un lien avec le management. Et puis diffuser aussi de l'information de manière un peu plus conviviale que ce qu'on peut faire par email. Alors globalement, si finalement on comprend bien qu'il y a une logique presque d'auto-formation aujourd'hui, de retour d'expérience presque personnelle et de rapport entre son employeur, son propre travail, ses responsabilités, etc. Si on devait dessiner ce que pourraient être les tendances en termes de télétravail d'ici de 2020 et après, ce serait quoi ? Alors clairement, la tendance va être au télétravail. Alors pour deux raisons, parce que déjà, on évoque dans les entreprises tout l'intérêt pour certaines personnes de rester travailler à domicile en raison en fait de l'épidémie pour l'instant. Donc ça, c'est un premier point. Et finalement, dans les entreprises, on se rend compte aussi des bénéfices et des risques du télétravail. C'est-à-dire que quand un salarié n'avait jamais expérimenté le télétravail avant, mais qui se rend compte que finalement il est autonome, qu'il gagne du temps sur les transports, peut-être qu'il sera amené à demander une situation de télétravail avant alors qu'il ne l'avait pas forcément anticipé. Donc ça va forcément donner une impulsion positive et on avait déjà senti cette impulsion après les grèves. Donc là, coup sur coup, on s'est trouvé avec des situations de télétravail qui ont permis en fait des plans de continuité d'activité dans les entreprises. Donc il faut quand même pas oublier que grâce au télétravail, on arrive à sauvegarder une grosse partie de l'activité. Très bien, merci Caroline pour ce point sur les aspects humains, sur les aspects relationnels, ces risques psychosociaux qui probablement n'ont pas toujours été abordé dans les nombreux journaux télévisés qui nous parlent de la situation de la France actuellement. On va passer, toi, avec Mathieu, on va passer à la partie juridique et ce qui va nous permettre d'accueillir Maître Christelle Devergie. En tout cas, merci encore pour votre disponibilité, Caroline, et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Et on voit bien effectivement, Lionel, que tout ne réside pas dans le solutionnisme technologique, mot-clé que nous aimons particulièrement. Et nous allons partir à la rencontre tout simplement de Maître Christelle Devergie. C'est exact, Mathieu. Pour aborder maintenant l'aspect juridique, nous recevons notre deuxième invitée, Maître Christelle Devergie, avocate en droit social et directrice du pôle social d'EY Montpellier. Bonjour Christelle Devergie. Bonjour Lionel. Alors Christelle, pourrais-tu te présenter en quelques mots de manière assez simple et présenter ce que tu fais chez EY ? Alors moi je fais du droit du travail, j'ai toujours fait du droit du travail, je conseille principalement les entreprises, également les salariés, et le droit du travail c'est les relations qui gouvernent le contrat de travail entre donc les relations du salarié et de l'employeur au point de vue individuel ou collectif à différents égards. Alors, on vient de vivre une période où une partie assez importante de la population française, dans son ensemble, a découvert, alors les joies ou pas du télétravail. Qu'en est-il de façon assez générale sur le plan juridique ? Alors, sur le plan juridique, en fait, le télétravail, c'est quelque chose qui est quand même organisé. Je vais expliquer les choses assez simplement.
simplement une espèce de questions auxquelles je vais répondre. D'abord, à quoi correspond le télétravail? Donc juridiquement parlant, puisque c'est pour ça qu'on m'interroge. Le télétravail, c'est quoi? C'est une façon de travailler, mais de façon volontaire, en dehors des locaux de son entreprise, sur des missions qui auraient également pu être exécutées dans les locaux et bien évidemment en utilisant les nouvelles technologies, donc tout ce qui est téléphone mobile, ordinateur, etc. Ça exclut donc tout ce qui ne peut pas se dérouler dans les locaux, par exemple tout ce qui se fait chez un client ou sur un chantier. Tout ça, c'est pas du télétravail, même si on utilise justement son téléphone ou son ordinateur. On peut télétravailler par alternance avec l'exécution de tâches dans les locaux de l'entreprise. C'est tout à fait possible et c'est généralement ce qui se pratique. Et il ne faut pas confondre, bien évidemment, le télétravail avec le travail à domicile, puisque c'est pas la même chose. Le Code du travail, il réglemente les choses de manière différente. Un travailleur à domicile, c'est quelqu'un qui fait un travail à la tâche et qui a généralement une rémunération forfaitaire. Mmh. Travailleur, il télétravaille soit de manière régulière ou soit de manière occasionnelle, depuis son embauche ou ultérieurement. Donc, c'est vraiment un concept qui est assez large. On le met en place de différentes manières, soit par le système des accords collectifs, donc en discutant directement avec des délégués syndicaux ou avec le personnel. En tout cas, il faut conclure un accord collectif. Si on n'a pas d'accord collectif, on peut recourir, l'employeur peut mettre tout ça dans une charte, toutes les règles dans une charte qu'il met en place après avoir consulté son CSE. Et s'il n'y a ni accord ni charte, à ce moment-là, il faut avoir un accord directement avec le salarié. Et cet accord, il peut se faire par tout moyen. Le mieux, c'est de le faire par un écrit, comme ça on peut au moins établir ce sur quoi on s'est entendu. Il y a bien évidemment des conditions pour que cet accord soit valable, on va dire. Il doit porter sur certains thèmes. Comment est-ce qu'on passe au télétravail? Dans quelles conditions on peut retourner à un travail sans télétravail? Pendant lesquels on est joignable, par exemple, parce que bien évidemment, on va pas être joignable de 7h du matin à 22h du soir. On va définir des choses assez limitées. Et la question aussi de poser, c'est est-ce qu'un télétravailleur a les mêmes droits que ses collègues non télétravailleurs? Bien évidemment, oui. L'employeur, il a même des obligations en plus, puisqu'il faut qu'il lui dise, bon, bah, t'as tes outils, ton ordinateur, ton téléphone, tu vas l'utiliser de telle manière. Il y a des choses que tu peux faire que tu ne peux pas faire. Et si tu violes les obligations, la façon dont je te demande d'utiliser ces outils, eh bien, tu peux être sanctionné. Donc ça, faut bien le préciser. Et quand on est en télétravail, chez soi, pendant les horaires de télétravail, s'il nous arrive un accident du travail en tant que salarié, ça peut être considéré et pris en charge au titre des accidents du travail. Donc ça, c'est le cadre général, on va dire, avant que nous soyons confinés à cause de l'épidémie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir tous étaient obligés de rester chez soi, c'est qu'en fait, le télétravail, il est devenu la norme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pouvait télétravailler, c'était plus une option, c'était une obligation. Et donc, peu important qu'on ait mis en place un accord collectif ou une charte ou un accord avec son employeur, même si ça n'existait pas, on devait télétravailler si on en avait les moyens juridiques. L'employeur peut nous imposer en tant que salarié de télétravailler. Et en pratique, du coup, l'employeur, s'il avait rien prévu, s'il n'a pas prévu de cadre juridique pour ça, ben c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'au moins il mette en place les moyens techniques. Il peaufine un petit peu son organisation. Il continue à appliquer les règles habituelles du travail, tout ce qui est durée du travail, le droit à la déconnexion. Faire attention particulièrement aux risques psychosociaux, puisqu'il y a des salariés qui n'étaient pas du tout habitués à télétravailler sur une base longue. Donc, prévoir des réunions Skype ou des choses comme ça. Et puis, bien évidemment, penser à prendre en charge les frais professionnels, puisque le télétravailleur, comme le salarié, n'a pas à subir les frais supplémentaires qu'il expose pour le travail. Et la dernière phase, c'est maintenant qu'on va sortir de ce confinement, en tout cas doucement. On peut se demander ce qui va se passer, puisqu'en fait, le télétravail s'est imposé de manière brutale, sans concertation ni organisation préalable. Maintenant que ça fait un petit peu de temps qu'on est dans cette période-là, il faut anticiper la reprise. Donc, les enjeux, ça va être pour les personnes qui avaient déjà, les entreprises qui avaient déjà des accords collectifs ou des chartes, ça va être d'essayer de revoir en tirant des leçons de ce qui s'est passé, de revoir les accords, ou tout simplement, s'il n'existait pas d'accord, en mettre en place.
et bien évidemment anticiper un peu plus sérieusement toute la question du matériel, mettre à disposition des bureaux ergonomiques, des fauteuils, des choses comme ça, et un peu formel pour une bonne utilisation du télétravail et des outils qui sont mis à sa disposition. Sinon, ce qu'on peut dire aussi, c'est les DRH ont été, il y a l'association ANDRH qui a interrogé, c'est une association pour les DRH qui regroupe à peu près 5000 membres. Ils ont fait une enquête flash le 20 et 27 avril pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils pensaient organiser la reprise. Et donc, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils comptaient faire un retour progressif à l'activité, puisqu'il faut éviter, bien évidemment, que la relance de l'économie ne réactive l'épidémie. Donc, il y en a beaucoup, 90% des DRH, qui disent qu'ils vont prolonger l'organisation du télétravail lorsque c'est possible, bien évidemment. Et il y en a qui vont mettre en place des systèmes de roulement de télétravail ou de travail sur site. Et bien évidemment, les négociations collectives, il y en a eu des négociations collectives qui ont eu lieu pendant le confinement ont été dédiées justement à l'amélioration ou la mise en place du télétravail. Mais maintenant, ils vont aussi beaucoup, post-confinement, concentrer leurs efforts et les sujets de négociation justement sur la problématique du télétravail et même envisager la pérennisation de ce système sur le pérenniser, élargir les publics disponibles, éligibles, les plages horaires, etc. Et même envisager pourquoi pas une réduction des surfaces de travail pour ça va avec en fait la mise en place du télétravail. Une deuxième et dernière question, puisque le tour d'horizon a été sur le plan légal assez complet. À ton avis, la dynamique gouvernementale nous prévoit-elle quelques nouveaux aménagements dans le cadre du Code du travail en direction justement du télétravail pour donner de nouveaux outils, de nouvelles briques d'une certaine façon logicielles pour les RH et peut-être aussi pour les employés qui ont peut-être pris goût pour certains à cette forme de travail? Oui. C'est pas impossible. Pour l'instant, le ministère du Travail, il est assez focalisé sur la reprise. Donc, il a publié un protocole national du déconfinement. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement de mesures dédiées au télétravail. C'est surtout sur comment on va reprendre les choses sur site. En revanche, il publie régulièrement des questions-réponses sur l'utilisation du télétravail. Les dernières datent du 3 mai, donc elles ont été sorties le 17 avril et elles ont évolué au fur et à mesure. Donc c'est bien quelque chose, un outil qui est bien utile et nécessaire et ils y réfléchissent vraiment beaucoup en réactualisant les dispositions qui existent. Alors sur l'avenir proche, c'est pas impossible qu'ils envisagent de restructurer un petit peu les choses ou donner un petit peu plus de moyens à l'employeur ou aux salariés pour recourir ou faciliter le recours au télétravail. La dernière grosse modification qui avait été faite, c'était en 2010 et notamment on avait facilité le recours au télétravail pour par exemple envisager les épisodes de pollution. Donc là, on avait bien vu que on avait pu utiliser le télétravail pour l'aménager pour ces épisodes-là. Donc pourquoi pas poursuivre la réflexion pour les épisodes, j'espère pas, mais de pandémie ultérieure. Mais on a déjà pas mal de dispositifs applicables d'ores et déjà maintenant. Donc une amélioration peut-être, mais une grosse révolution, je pense pas. Eh bien, merci Christelle Devergy. Je rappelle, Christelle, que tu es avocate en droit social et directrice du pôle social d'EY Montpellier. Merci pour tes lumières. Lionel, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce dont on voulait parler ? Bon, sûrement pas tout. Mais nous avons essayé en fait entre l'organisationnel, les bienfaits, les risques psychosociaux et le juridique de faire un tour d'horizon d'une pratique résiliente et épanouissante que serait le télétravail à la fois pour les entreprises et pour les collaborateurs. Et donc, merci Lionel de cette synthèse en une phrase. Et merci à tous d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Retrouvez-nous directement sur Apple Podcast et sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Deezer, Spotify ou autres, et aussi sur notre site internet innovationtalk.tech. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager, à mettre 5 étoiles, la diffuser sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, avec un seul
mots-clés et pas hashtag, IPT podcast, hashtag IPT podcast. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon, nous étions accompagnés virtuellement par sa synthèse d'Emmanuel Leneuf du Flash Tweet et de Lionel Tardy. Évidemment, Mathieu, c'est sympa, mais on était aussi accompagné, mais tu l'as dit il y a quelques minutes pour Christelle Devergy, mais on était aussi accompagné de Caroline Diard, l'EDC Paris Business School. En tout cas, c'est la période de confinement. Comme toutes les semaines, on vous le répète, prenez tous soin de tous. Et la semaine prochaine, nous aborderons les opportunités de formation en entreprise à l'heure de la reprise progressive de l'économie qui devrait normalement se faire. Bonne soirée à tous et à très vite. Salut Lionel. Salut.